On retourne à M. Mathieu Rondeau, du ping participatif à la carte communautaire, implantation d'un nœud de confiance au SHC. Rebonjour. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les idées qui sont partagées dans cette présentation sont issues de discussions et d'échanges que j'ai eus avec plusieurs de mes collègues au service hydrographique. Donc, vous voyez leur nom à l'écran. Il y a Sylvain Gauthier, Gabriel Montpetit-Allard, Yann Bilodeau et Michel Breton. Je voulais les remercier pour leur contribution. La présentation est en français, mais les diapos en anglais. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste allemand, il s'appelle Simon Weckert. En 2020, il a fait une performance que je trouve assez sympathique. En fait, il a entassé une centaine de téléphones intelligents dans un petit chariot rouge qu'il a ensuite tiré d'un bord à l'autre, d'une rive à l'autre de la rivière Spree. Et il a ainsi généré un embouteillage virtuel sur l'application Google Traffic. Alors, comme vous le voyez, il n'y avait personne sur le pont au moment où il a fait cette expérience. Ce que cette anecdote montre, en fait, c'est que Google est capable de valoriser une donnée en une carte de manière extrêmement rapide. En une dizaine de secondes, Google est capable de prendre les coordonnées lat-longe, votre vitesse collectée à partir d'un téléphone intelligent, les ingérer et ensuite de produire une carte à valeur ajoutée. Au SHC, on est capable de faire des choses quand même relativement similaires. Donc typiquement, on est capable en 48 heures de transformer un ping qui est collecté par un de nos navires de surveillance de la voie navigable entre Québec et Montréal en un produit de navigation à valeur ajoutée, ici le S102, qui est une carte finalement de bathymétrie qui est utilisée par les pilotes du Saint-Laurent. Ce qu'il faut mentionner quand même, c'est que si on est capable de faire ça au SHC, dans ce contexte spécifique, c'est qu'on est dans un environnement bien contrôlé. Donc je le répète, on est entre Québec et Montréal. On s'appuie sur un réseau de stations de positionnement qui nous permet d'avoir une position très précise à bord de nos navires. On a des navires qui sont calibrés, ces navires sont opérés par des hydrographes qui sont qualifiés, et on peut aussi s'appuyer sur un réseau de connectivité GSM pour transporter les données du navire jusque vers une infrastructure de contrôle au SHC, une infrastructure qu'on a consolidée à l'aide de certains outils, des assistants de traitement, de contrôle qualité et de transfert de données qui, tout ça mis ensemble, nous permet de transformer un ping en un produit à valeur ajoutée. Ici, un produit S102 en moins de 48 heures. On arrive maintenant au propos de la présentation où l'idée maintenant c'est de transformer un ping participatif en une carte communautaire. Là, le contexte est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est plus dans un environnement qu'on contrôle. On travaille avec des gens qui sont très variés de par leur situation géographique, leurs compétences, leurs envies, leurs objectifs, leur capacité de contribuer avec des ressources. Donc transformer un ping participatif en une carte communautaire, c'est un défi. Et ce que je vais essayer de vous expliquer ici, c'est que cette chaîne de valeur qu'on essaye de mettre en place, donc, elle est composée de 3 maillons principaux qui chacun peuvent être des maillons faibles. Alors le premier maillon, c'est le maillon de routage des données. Donc l'idée, c'est d'être capable le plus rapidement possible de prendre les données de la plateforme qui collecte ce ping et de l'envoyer vers une infrastructure que nous, on appelle le nœud de confiance. Donc ça y est, on a le titre complet de la présentation, du ping participatif à la carte communautaire, implantation d'un nœud de confiance. Le nœud de confiance, c'est le maillon central. C'est ce maillon qui va chercher à transformer une donnée brute en une donnée qualifiée. Et le dernier maillon, c'est le maillon de valorisation des données. Donc c'est celui que, quand la donnée est disponible, eh bien, on la transforme pour en faire un produit à valeur ajoutée. Donc je ne parlerai pas du maillon de routage des données ni du maillon de valorisation, mais
Je vais m'intéresser ici plus au maillon de qualification des données. Alors, le but du jeu, c'est de prendre une donnée brute et de la qualifier dans un temps qui respecte les attentes de la communauté qui s'intéresse à ces données pour ne pas perdre leur engagement. Donc on a deux variables ici. Il faut garder l'engagement des communautés et sortir à la fin du nœud une donnée qualifiée. Alors c'est quoi une donnée qualifiée? Ce n'est pas nécessairement une donnée de haute qualité. En fait, ça c'est complètement subjectif. Qu'est-ce qu'une bonne donnée? Ça dépend des gens qui veulent consommer cette donnée. Une donnée qualifiée, c'est une donnée dont on sait quelle est l'incertitude associée. Ça, c'est vraiment important. Donc, je vais vous donner un exemple qui montre qu'on est capable de faire ce genre de choses. Donc, typiquement ici, on a réussi à valoriser finalement une communauté d'armateurs qui ont accepté d'embarquer à leur bord des enregistreurs de données. Et les données qui ont été collectées sont passées au travers de notre nœud de confiance et on a réussi alors à les transformer en un produit à valeur ajoutée, en l'occurrence des détections de haut fond dans la voie maritime entre Québec et Montréal, en 5 jours. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail de quoi il en retourne. Qu'est-ce qu'on a mis dans notre nœud de confiance? Ça, ce n'est pas l'objet d'intérêt de la présentation, mais bon, je voulais quand même en dire quelques mots. On a utilisé des outils de positionnement précis, on a calibré les navires, on a utilisé des outils de traitement. Ok. C'est ça qui a occupé principalement les 5 jours de travail qui nous ont permis de valoriser cette donnée, de transformer cette donnée brute en une donnée qualifiée qui pouvait ensuite être utilisée et valorisée sous la forme d'un produit que je vais vous présenter plus en détail maintenant. Donc, le contexte. On est entre Québec et Montréal. C'est une voie de navigation qui est maintenue artificiellement par dragage. Elle est composée de différentes sections. La section qu'on voit ici à l'écran, c'est une section qui est annoncée avec une profondeur plancher de 10,7 mètres. Donc les gens qui naviguent là s'attendent à avoir 10,7 mètres au zéro d'écart quand ils passent. Le problème, c'est que pour garantir la conformité de ce chenal de navigation, on doit faire des relevés régulièrement. C'est le mandat d'une des équipes du Service hydrographique du Canada, dont j'avais la charge précédemment. On utilise des bateaux de relevée, mais ces bateaux de relevée, pour les conditions que vous connaissez ici, sont en cale sèche entre les mois de novembre et le mois d'avril. Donc aucun relevé, aucune surveillance du chenal ne peut avoir lieu pendant l'hiver, finalement, entre Québec et Montréal. Alors évidemment, nous, quand on quitte la saison en novembre, le chenal a été laissé comme conforme, mais quand on revient la saison d'après, par exemple, en avril ou en mai, comme ici, c'est un exemple de l'année dernière, en mois de mai, on a vu une dune, on a détecté une dune en fait à 9,7 mètres, soit 1 mètre au-dessus de la profondeur plancher. Donc ça veut dire que si nous, on n'est pas capable d'aller, pour les raisons que je vous ai expliquées, puis qui sont complètement justifiables, on n'est pas capable de monitorer finalement l'état du fleuve, du chenal de navigation entre Québec et Montréal en période hivernale, mais il y a quand même des gens qui travaillent, qui naviguent dans ce chenal à l'année longue. Et ici, on a un navire, le Oceanex Conegra, qui lui fait un aller-retour entre Terre-Neuve et Montréal à chaque semaine. Et ils ont accepté d'accueillir à leur bord un enregistreur de données qui a été développé par le CITCO. Et cet enregistreur de données, il prend les données de profondeur, les données de position, il les agrège, il nous les envoie par GSM sur notre nœud de confiance. Et nous, quand on les reçoit, on les traite, on les valorise, et on est capable ainsi, 5 jours après le passage du navire, de proposer une carte à nos collègues de la voie navigable, en leur disant qu'on a détecté des hauts fonds avec une incertitude. Donc on a qualifié une donnée à plus ou moins 30 cm. Donc ici, c'est 2 hauts fonds à 10,3 et 10,6, plus ou moins 30 cm. Alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? C'est pas à moi d'en juger, mais nos collègues de la gestion de la voie navigable ont cette information-là en main pour prendre des décisions s'ils souhaitent le faire. Donc, je vais résumer ce que j'ai essayé de vous communiquer aujourd'hui. Tout est dans le dosage.
Ce qu'on veut faire, c'est qualifier une donnée dans un temps suffisamment court pour conserver l'engagement des consommateurs de cette donnée. Typiquement, si Google mettait 3 jours à valider nos données de position et à nous fournir une carte de densité de trafic il y a 3 jours sur le pont de Québec, personne n'utiliserait leur application, ce serait complètement non pertinent. On est tous d'accord. Si nous, on mettait 6 mois pour qualifier les données de bathymétrie relevées pendant la saison de navigation dans le chenal de navigation, avant de les transmettre aux pilotes du Saint-Laurent, ce serait non pertinent aussi. C'est trop long. Nous concernant, si on mettait encore une fois 6 mois à traiter les données qui ont été collectées par la foule de participatifs, donc par les navires de marine marchande qui transitent pendant l'hiver, ça serait non pertinent, parce que 6 mois c'est trop long. Si on met 6 mois, on est déjà rendu à une nouvelle saison de surveillance par des navires qui ont de meilleures capacités pour relever de la meilleure donnée. Donc notre donnée, elle n'est pas intéressante. Mais si on arrive à faire ça en quelques semaines, ça reste intéressant. Donc c'est ça qu'il faut essayer de bien calibrer. On a toujours tendance à croire que la donnée qualifiée, c'est la donnée la meilleure possible. Mais si cette donnée arrive trop tard, elle n'a aucune valeur. Et souvent, on est tout le temps en train d'essayer de chercher à améliorer un petit peu. On fait tel réglage pour tel, mais ça prend des jours, des semaines, et on arrive trop tard, alors que si on la relâche telle qu'elle, mais en disant, voilà, c'est ce qu'on a fait avec nos collègues, c'est plus ou moins 30 cm, vous le prenez pas, mais c'est ce qu'on est capable de faire dans un temps qui, on pense, respecte l'engagement, votre engagement, à regarder ces données-là. Donc c'est pour ça que je voulais terminer en disant que le nœud de confiance qu'on essaye de mettre en place au SHC, il va essayer d'optimiser le temps pour transformer les données brutes en des données qualifiées de manière à ne pas atteindre la date d'expiration de ces données. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mathieu. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Mathieu. C'était vraiment intéressant. Puis je suis content que tu aies pris un exemple dans mon secteur de pilotage sur le Saint-Laurent. C'est très intéressant. Je voulais savoir que tu parlais un petit peu pour avoir la donnée rapidement. Tu t'expliquais toute la complexité pour l'amener d'une source d'utilisateurs publics, là, du crowdsourcing, vers les utilisateurs, mais rapidement pour qu'elle soit pertinente. Je comprends que là, dans ton exemple, on parle d'environ 5 jours, mais avec une donnée qui serait précise environ à 30 cm selon votre évaluation. Mais quand on prend ton exemple du début où ton artiste sur le pont, en 10 secondes, crée un embouteillage virtuel automatique par Google, qu'est-ce que ça prend pour passer du 5 jours aux 10 secondes et avoir un degré de certitude acceptable pour l'utilisateur? Je ne sais pas encore. La question qui tue. C'est ça. Je ne sais pas. Ça va venir avec le temps. Nous, c'est sûr qu'on travaille sur avec plein de gens. On n'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Et on travaille à essayer c'est l'automatisme, ça c'est clair. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est que si on a des données de base, des données de référence qui sont disponibles, c'est très aidant pour qualifier des nouvelles données qui rentrent en les comparant à une référence existante. Mais de là à se rendre jusqu'à... On n'a pas besoin, je ne pense pas qu'on a besoin d'avoir une réactivité aussi grande que celle de Google, parce que l'objectif n'est pas le même. Le trafic, on veut ça instantané, sinon ça n'a pas d'intérêt. Pour la navigation, je pense qu'on peut se donner une certaine marge. Mais le message que je veux passer, c'est surtout que, d'un point de vue... On a souvent tendance à vouloir rendre quelque chose d'irréprochable, surtout quand on travaille pour une organisation gouvernementale. Mais ça arrive qu'on arrive trop tard avec notre produit. Et c'est ça qui est important, qu'il faut comprendre. J'ai un autre exemple où on devait faire des cartes de navigation à l'est de l'île de Baffin. Sur l'île de Baffin, on navigue entre août et octobre. On était proche de finir une carte. Elle n'était pas tout à fait bonne, mais si on la relâchait pas tout de suite avant le début de la saison, on perdait le momentum et on donnait finalement, on enlevait la possibilité aux marins de profiter d'un nouveau produit qui n'était certes pas nécessairement à 100%, mais on le reculait d'1 an dans le temps avant de pouvoir lui fournir ce produit-là. Donc c'est ça qu'il faut toujours essayer de doser. Et à mon avis, à partir du moment où on donne l'heure juste, c'est-à-dire que
on donne accès à la donnée pour consommation, mais avec une incertitude associée. On a fait le travail parce qu'après, les gens prendront leurs décisions en fonction, mais au moins, ils ont l'option de prendre une décision avec une nouvelle donnée. C'est ça qui est important. Merci Mathieu. Très intéressant. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. Pour être plus réaliste que Alain, qu'est-ce qui serait, est-ce que 24 heures serait possible, 48 heures, plutôt que 5 jours? 5 jours, c'est mieux qu'avant, parce qu'il n'y avait rien avant. Mais puis quand on parle de l'Océanex qui navigue à chaque semaine, donc c'est au moins entre les 2 fois qu'il va repasser. Mais est-ce que qu'est-ce qui est réaliste, dans un temps réaliste, d'ici 3 à 4 mois, par exemple? Ouais. Ben, merci pour la question. Pour l'exemple ici, comment dire, il y a une grande partie des 5 jours qui ont été consacrés à calibrer le navire, parce qu'on n'a pas pu aller sur place pour mesurer certaines données dont on a besoin. Typiquement, on a besoin de connaître les distances entre les différents capteurs qui composent le système de mesure. À partir du moment où on a fait ça une fois, ben, je veux dire, le bateau, les équipements ne se déplacent pas à bord du navire, donc ça, c'est du temps qu'on n'a pas à refaire à chaque nouveau passage. C'est du temps qu'on n'a pas à réinvestir à chaque nouveau passage du navire. Donc, nécessairement, les prochains passages vont être traités plus vite. Après, tout est ouvert en termes d'automatisation. Pour l'instant, on a fait certaines choses encore à la main, donc ça prend du temps, mais on sait qu'on peut les faire automatiquement. Donc oui, on peut réduire le temps dans le futur. Est-ce qu'il y a eu un avis à la navigation qui a été émis sur ces données? Non. Non, pas encore, c'est tout frais. Je comprends l'incertitude, puis c'est toute une question, mais c'est mieux d'avoir les questions avec de l'information que hypothétiquement frapper un au fond. Merci. Merci, Denis. D'autres questions? Oui. Donc, très belle présentation. Moi, je veux faire une question complètement au dehors de votre expertise. Je me demande, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les données traitées dans un temps comme Google Maps pour le trafic? Dans le sens, c'est quel le minimum que vous pensez que c'est utile? Parce que 5 jours, pour moi, qui je ne fais pas de la navigation, c'est comme maintenant. Oui, c'est une bonne question. En fait, pourquoi on s'est donné 5 jours pour le faire? C'est parce que c'est comme une norme de service qu'on a au service hydrographique du Canada, où chaque nouvelle donnée qui rentre, à partir du moment où on a en main des nouvelles données de bathymétrie, on se doit de les analyser pour danger à la navigation dans les 5 jours ouvrables qui suivent. D'accord? Donc si les nouvelles données qui rentrent contredisent un produit de navigation qui est en place actuellement, c'est-à-dire qu'elles démontrent qu'un danger a été détecté mais que ce danger n'est pas représenté sur le produit, on a 5 jours pour faire la correction. C'est pour ça qu'on s'est donné ce 5 jours-là. Alors, qui fixe cette norme-là? C'est pas moi. Je fais juste la respecter autant que je peux. Mais effectivement, 5 jours, c'est relativement rapide pour mettre un jour, pour faire ce genre de choses, comme tu dis. Je pense qu'on reste encore pertinent, c'est-à-dire que les gens qui utilisent nos produits, ça reste dans le domaine du raisonnable. Si c'était 1 an ou 6 mois, là, je pense qu'on est ailleurs. C'est toute une question de dosage. Merci. On a le temps pour une dernière question. Très intéressant, Mathieu. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de cet exemple-là, mais au service hydrographique, il est arrivé une histoire comme ça où il y avait une culture présente dans l'organisation où lorsqu'on recevait des données qui venaient de sources qui étaient à l'extérieur du service hydrographique, qui étaient un peu du crowdsource à l'époque, c'était très mal vu et c'était mis de côté. Et puis on disait, c'est douteux, non, on ne peut pas s'y fier. Mais on sait qu'est-ce qui est arrivé, entre autres dans l'Arctique, un naufrage d'un bateau de tourisme. C'était la raison. Donc, il aurait mieux fallu sortir l'information avec une cote d'incertitude
Et à ce moment-là, jamais le bateau touriste serait approché de l'endroit, ou en tout cas, il se serait éloigné plus. Il n'y aurait pas eu. Alors, c'est un peu. Ça me fait penser à ça. Il faut vraiment sortir ces données-là et puis mettre une qualification s'il faut, mais les sortir. Mais je pense qu'on est en train de s'enligner dans cette direction. Moi, je viens tout juste d'intégrer une nouvelle unité qui s'appelle hydrographie communautaire. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'aller aider des communautés à collecter de la donnée bathymétrique, à la valoriser pour leurs propres besoins. Si en plus on a la chance de pouvoir utiliser ces données-là pour mettre à jour nos produits, on fera d'une pierre deux coups. Mais je pense qu'on est vraiment rendu dans ce nouvel état d'esprit-là au service. Merci, Mathieu. Je vais profiter d'avoir le micro pour t'en poser une. Okay? Dans cette idée là, de bathymétrie participative, est-ce que vous avez pensé à une option d'ajouter à ça des modèles de prédiction qui pourraient peut-être assister ou aider dans la vitesse là, de réaction ou dans la vitesse de produire des données fiables? Oui, je vais laisser nos collègues de la gestion de la voie navigable vous en dire plus. Je sais qu'il y a une présentation de Geoffrey Dufour exactement sur ce sujet-là. Donc effectivement, modéliser ce qui s'en vient, c'est encore mieux que de le mesurer quand ça arrive. Donc ouais, ça s'en vient aussi. Intéressant. Merci beaucoup.